Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver pour votre Journal Afrique. Nous sommes ensemble pour 26 minutes avec au sommaire de la deuxième partie notre débat consacré au Burundi. Après le lancement du processus de réforme constitutionnelle, où en est le pays? Régime autoritaire ou dictature de fait? Nous serons avec le journaliste écrivain David Gakunzi et Paul Kananura, président du Cercle de réflexion Institut Mandela. Que se passe-t-il en République démocratique du Congo? La police a tiré des coups de feu aux abords de la cathédrale de Kinshasa pendant la messe en hommage aux personnes décédées lors de la marche du 31 décembre. Nous ferons le point dans ce journal. En Tunisie, nouvelle manifestation contre la vie chère. Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées à Sfax et à Tunis. Plus de 700 personnes ont été arrêtées depuis le début de la semaine. Et puis la vague d'indignation en Afrique. Après les déclarations de Donald Trump sur les migrants, le président américain aurait qualifié certaines nations, je cite, de pays de merde. Le Botswana a convoqué l'ambassadeur américain. C'était une messe dédiée à ceux que les Congolais ont nommés les martyrs du 31 décembre. 6 morts après la répression de la marche organisée à l'appel des catholiques. Ce matin, de nouveaux coups de feu ont retenti devant la cathédrale de Kinshasa à la sortie de l'office. Il y aurait plusieurs blessés. Le récit de Philippe Randrianarimanan avec Blaise Bassomboli. À peine sortis de l'église, les esprits s'échauffent. Des policiers en armes se positionnent tout autour. Une provocation pour ces fidèles catholiques qui viennent de célébrer une messe des martyrs, tombée lors de la répression d'une marche d'opposition à Kinshasa. On est venu en masse pour commémorer nos frères qui sont morts le 31 décembre et on ne comprend pas pourquoi ils nous tirent des gaz lacrymogènes. Des tirs de gaz lacrymogènes, mais aussi des coups de feu entendus qui sèment la confusion et font 2 blessés selon la police. Le temps d'un office, cette cathédrale Notre-Dame du Congo, pleine à craquer, s'est transformée en bastion de la résistance et sa messe des martyrs en véritable tribune d'opposition démocratique. Ici, c'est l'église catholique tout entière qui se lève. Au lendemain de l'appel lancé par la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, à l'adresse du peuple congolais. Nous l'invitons à demeurer debout et vigilant, à prendre son destin en main et à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles. Une seule et même revendication cimente ce mouvement de fond, le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qui signifie le départ immédiat du président Kabila et la tenue d'élections. Nous sommes venus également dire notre engagement, notre détermination à continuer la lutte jusqu'à ce que finalement les médiocres et les insensés vont dégager. Et pour rappeler que la lutte continue, chaque jeudi soir, les cloches des églises sonnent pendant 15 minutes à tout rompre. 15 minutes pour que tous ceux qui veulent la démocratie se lèvent et fassent du bruit. La vie chère n'en finit pas d'exaspérer les Tunisiens. Aujourd'hui, ils étaient encore des centaines de personnes à manifester contre les mesures d'austérité prévues par la loi de finances. Philippe Randrianarimanan. C'est plus qu'un avertissement. Au cœur de Tunis, ces manifestants crient leur colère et leur faim. À pleine voix, ils dénoncent l'austérité et lancent un carton jaune au gouvernement tunisien à cause de sa loi de finances 2018 qui vient d'entrer en vigueur. Inacceptable à leurs yeux. Cette manifestation vise à renverser la loi de finances 2018. Cette loi nous étouffe, elle nous vole et nous épuise. Malgré leur nombre limité, ces militants plutôt jeunes n'en sont pas moins déterminés. Ils reprennent les mêmes slogans qui secouent depuis plusieurs jours toute la Tunisie. Une génération qui en a marre d'attendre une vie meilleure et qui, à l'approche du 7e anniversaire de la chute de Ben Ali, exprime une nouvelle fois son exaspération.
Aujourd'hui, avec nos mêmes revendications que nous traînons depuis des années, c'est quand même le moment de s'attaquer aux vrais problèmes, ceux en fait liés à la crise économique, à la cherté de la vie, etc. Pour nous, ce n'est pas une surprise que le gouvernement et le pouvoir essayent de criminaliser les mouvements sociaux. En fait, c'est une pratique qu'ils ont héritée de Ben Ali, malheureusement. Après plusieurs nuits de troubles et de violence, cette journée de vendredi marque une certaine accalmie, obtenue au prix fort. En l'espace de 4 jours, les autorités ont arrêté 800 personnes. À Bamako, la police a violemment dispersé une manifestation de femmes contre les violences conjugales, manifestation qui n'avait pas été autorisée par les autorités qui avait lieu devant l'Assemblée nationale ce matin. En plus des tirs de gaz lacrymogène, des téléphones ont été saisis. Le collectif dit des Amazones voulait dénoncer l'inaction de la classe politique sur la question des violences conjugales. On écoute. Cela fait plus d'1 an, sinon plus, que le projet de loi est là et attend d'être voté. Ça n'arrive toujours pas. Le ministère de la Promotion de la Femme nous a fait savoir que le projet manquait d'argumentaire. Pour nous, il n'y a pas plus d'arguments. Les arguments sont là, sont palpants. Il y a les femmes qui sont en train de tomber tous les jours. Et ça, pour nous, c'est un argument de taille. On est en train de se battre pour une cause noble parce que nous trouvons que ce qui se passe dans ce pays n'est pas du tout normal, qu'il y a des femmes qu'on tue. Les autorités ne sont même pas en mesure de faire même une déclaration et de nous dire ce qui se passe. Et nous sortons pour nous manifester aussi, on ne nous donne pas ce droit. Nous sommes dans quel état? C'est cette question que nous nous posons. Et puis cette fois, c'est contre l'interdiction du droit de grève que l'on manifestait au Bénin. Ce matin, cette centrale syndicale a manifesté devant le Parlement. Depuis une loi du 28 décembre, le droit de grève est supprimé pour certains fonctionnaires, comme les magistrats et les personnels de santé. C'est maintenant à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité de cette loi. C'est une vague d'indignation dans le monde après les nouvelles déclarations de Donald Trump. Le président américain aurait traité certains pays africains, je cite, de pays de merde, un langage qui ne passe pas. L'Union africaine a condamné ces propos. L'ambassadeur américain a été convoqué par les autorités du Botswana. On écoute les précisions d'Emmanuel Godard. Cette semaine, il a décidé de reprendre la main sur la politique d'immigration des États-Unis. Et sur ce dossier sensible aussi, Donald Trump n'a pas manqué de déraper. Lors d'une réunion sur le sujet, le Washington Post rapporte que le président s'emporte et demande: pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici? Référence aux pays africains, au Salvador et à Haïti, des pays outrés par ses propos. Est-il jamais venu dans ce pays qu'il appelle un pays de merde? Sérieusement, a-t-il seulement jamais vu ce qu'on a réalisé dans nos pays? Je suis ahuri et je suis vraiment touché dans mon propre amour d'Africain. Trump peut traiter les Salvadoriens des criminels, les Haïtiens des séropositifs et nous, les Africains, il nous traite de pays de merde. Pays de merde, ça veut trop dire. C'est vrai et c'est définitif, Trump est un raciste. Raciste, choquant et honteux, c'est aussi l'avis de l'ONU. Pour le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ces paroles montrent le pire côté de l'humanité, en validant et encourageant le racisme et la xénophobie. Mais certains ont réussi à relativiser et pensent que le président américain a voulu choquer les consciences. Moi, je ne condamne pas à 100% les propos de M. Trump, parce que la faute incombe aussi à nos dirigeants politiques qui ne veulent pas améliorer nos conditions de vie sur le plan social, sanitaire et économique. Voilà pourquoi nous Africains, quittons nos pays dans le souci de vivre mieux. Je pense que tous les pays africains devraient en tirer une leçon. Tous les Africains devraient juste rester dans leur pays et travailler avec leurs propres ressources. Ne plus aller aux États-Unis, si la politique de Donald Trump est adoptée, le rapprochement familial sera réduit et fini la loterie annuelle de cartes vertes qui permettait d'entrer dans le pays en toute légalité. De l'actualité sportive à présent avec l'ouverture du Tchan demain, le championnat d'Afrique des nations des joueurs évoluant sur le continent. La compétition se tiendra au Maroc jusqu'au 4 février avec 16 équipes réparties en 4 groupes. Et en ouverture demain, Maroc-Mauritanie à Casablanca à 19h30, temps universel.
C'est sans doute un début de reconnaissance de l'identité berbère par l'Algérie. Pour la première fois, le nouvel an amazigh est célébré et chômé comme une fête nationale. Ce nouvel an berbère, qu'on appelle aussi Yenayer, était fêté ce vendredi chez les Berbères d'Afrique du Nord, essentiellement présents en Kabylie algérienne. Voilà, c'est la fin de cette première partie du Journal Afrique. À suivre notre MAG et aujourd'hui, notre débat sur le Burundi, régime autoritaire ou dictature de fait. Restez sur TV5 Monde, on revient. La défiance entre le clergé catholique et les autorités congolaises. Des coups de feu ont été tirés par la police devant la cathédrale de Kinshasa ce matin. C'était à la sortie de la messe pour les personnes tuées lors de la marche du 31 décembre. En Tunisie, nouvelle manifestation contre la vie chère. Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées à Sfax et à Tunis aujourd'hui. Plus de 700 personnes ont été arrêtées depuis le début de la semaine. Et puis la vague d'indignation en Afrique après les déclarations de Donald Trump sur les migrants. Le président américain aurait qualifié certaines nations, je cite, de pays de merde. Le Botswana a convoqué l'ambassadeur américain. Deuxième partie du Journal Afrique sur TV5 Monde et tout de suite, notre débat. Le Burundi est en campagne, pas pour une élection, mais pour un référendum constitutionnel. En mai, les Burundais se prononceront sur les amendements qui permettraient au chef de l'État de rester au pouvoir jusqu'en 2034 au moins. Et ce, alors que son troisième mandat, depuis 2015, reste contesté. Alors Burundi, régime autoritaire ou dictature de fait. Pour en débattre, nous sommes avec le journaliste écrivain David Gakunzi. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Paul Kananoura, président du Cercle de réflexion Institut Mandela. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, première question, je vous l'adresse. Le mois dernier, votre think tank a attribué au président Nkurunziza le prix du courage politique. Donc, je vous pose la question en premier. Pour vous, quelle est la nature du régime en place à Bujumbura? Est-ce que c'est une démocratie, un régime autoritaire ou une dictature? De toutes les façons, c'est une démocratie parce que je rappelle que Nkurunziza a été élu démocratiquement en 2005 et qu'il a été réélu aussi démocratiquement à partir de là. Pour moi, c'est une démocratie. Bien. Et en quelques mots, peut-être, ce courage, le prix du courage politique. Le prix du courage politique, c'est que, effectivement, la fin de son deuxième mandat, premier mandat constitutionnel élu par le peuple, tout simplement, il a été confronté à un coup d'État qui a été échoué. Et à partir de ce coup d'État, effectivement, il y a eu un tas de massacres, d'ailleurs, qu'on lui attribue. Nous avons vu sur France Télévisions une cassette des conflits en Afrique. Je termine. Un conflit d'Afrique de l'Ouest qu'on a diffusé dans le journal télévisé de France 3 et en disant que ce sont des massacres qui se font au Burundi. Et après, c'était une manipulation de l'information. À partir de là, on a compris que le Burundi est sous un complot tout à fait international. Donc, si j'ai bien compris, pardonnez-moi, le prix de ce courage politique, c'était pour récompenser ou peut-être pour... Non seulement, quand on a fait un coup d'État, il était en Tanzanie, au lieu de demander asile politique, il est rentré pour faire face
pour faire face donc à ce que vous qualifiez, de coup d'État. Je termine, il ne faut pas aller trop vite. Deuxième moment, c'est qu'on lui a tendu un piège pour tomber dans la division ethnique, ce qu'il n'a pas fait. Et à partir de là, donc, le prix Mandela, ce n'est pas de récompenser l'absence de problèmes. C'est plutôt de récompenser la volonté de sortir dans les problèmes. Donc c'est un encouragement à Nkurunziza à continuer dans cela. Pardonnez-moi, je ressente le débat qui est centré donc sur le Burundi, sur la nature du régime au Burundi. David Gakunzi, je me tourne vers vous, je vous redonne la parole dans quelques instants. Pour vous, la nature du régime à Bujumbura, en quelques mots, dictature, démocratie ou régime autoritaire simplement? Écoutez, il faut repréciser les choses. C'est un régime qui est objet d'une enquête internationale pour crimes contre l'humanité. C'est un régime qui est auteur d'actes de viol de femmes. Les viols qu'on a vus en 1994 au Rwanda, qui ont été exportés dans le Kivu et qui maintenant arrivent au Burundi. C'est un régime qui a massacré, qui criminalise les opposants. C'est au-delà de la dictature, c'est de la terreur. Alors, on ne peut pas se réclamer de Mandela et donner un prix à Nkurunziza. C'est comme si je fondais ici en France l'association Jean Monnet et que je donnais le prix à Klaus Barbie. Vous savez, Mandela, Nkurunziza, c'est l'antifigure de Mandela par exception. Mandela, c'était un humaniste. Nkurunziza, qu'est-ce qu'il fait? Il divise, il clive. Son langage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut éliminer les uns parce qu'ils s'opposent à lui, c'est des opposants politiques. Il est contre la pluralité, il est contre l'altérité. Les uns, il les poursuit pour raison de naissance, les autres pour question de politique. Ensuite, je voudrais clarifier une chose. Nous parlons de l'Institut Mandela. Que les gens sachent bien, ce n'est pas de Mandela Institute, de Graça Machel et de Pedro Pires. Ce n'est pas une association qui est affiliée à la Fondation Mandela qui doit préserver la mémoire de Mandela. Et ensuite, par rapport à ce prix, il y a 3 problèmes. Procédure, un jury clandestin. Appel à candidature, vous dites il y a 3623 candidatures en 2016. Le prix Nobel de la paix, qui est géré par une structure centenaire, avait eu à la même époque 375 candidatures. J'ai participé moi-même à la construction du prix des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. On n'avait pas 3623. Je finis sur ceci. Vous dites le courage politique, vous dites même développement endogène. Est-ce que vous savez que le Burundi aujourd'hui est le pays le plus pauvre du monde? Au bout de 12 ans de pouvoir, il a transformé le Burundi en pays le plus pauvre du monde. Est-ce que le développement endogène, c'est la multiplication de la misère? Paul Kalanoura, David Gakunzi, je crois que nous aurons l'occasion, peut-être, j'espère, sur ce plateau. Je ne peux pas laisser passer ça. Bien sûr, mais je ne peux pas passer ça. Vous m'avez coupé, vous lui avez laissé parler, laissez-moi parler. En quelques mots, pour que nous puissions poursuivre sur la situation du Burundi. Non, c'est pas ça. Vous m'avez invité pour parler du prix qu'on a attribué à Nkurunziza. Donc ces histoires que vous mettez sur place, sur le plateau de changement constitutionnel, je n'étais pas informé. Donc je reste sur le prix. Premièrement, M. Gakunzi a écrit un article diffamatoire dans Jeune Afrique. Le premier mot, sur l'Institut Mandela, il a écrit « Il y a des charognards qui ne respectent rien ». Vous l'avez écrit, le 8. Oui ou non? Continuez. Non, oui ou non? Continuez. Donc, et nous avons fait un droit de réponse, le 9, qui n'a pas encore été publié par Jeune Afrique. Mais le 9, on change la teneur de cet article en disant, la première phrase, il y a des gens qui ne respectent rien. Donc ça se voit si vous y allez, les gens ont vu. Donc pour vous, charognard et Jean, c'est la même chose. Alors, j'ai une question que je voudrais vous poser. Non, je termine, madame. Vous ne l'avez pas coupé, il ne faut pas me couper. Je vous en prie. Bien. Donc vous l'avez fait. Donc, je respecte le droit d'opinion de chacun, mais je ne respecte pas ni les insultes, ni la diffamation, encore moins le dénigrement. Je termine, monsieur, je ne vous ai pas coupé. Donc, je vois que, si Jeune Afrique a changé cet article, lui-même, c'est que son auteur n'est pas crédible, qui est David Gakunzi. Donc, si l'article même est changé, c'est qu'il n'est pas crédible. Donc, nous sommes en face d'un individu non crédible. Donc, c'est vraiment très déplaisant de discuter avec quelqu'un qui n'est pas crédible.
d'une part. Et d'autre part, pourquoi il l'a fait? Gakouzi, c'est l'ami et le conseiller de Pierre, de Major Bouyoya, qui a fait des coups d'État. En faisant ces 2 coups d'État, il les faisait dans le sang et dans les massacres. Monsieur Kananoura, pardonnez-moi. Il a raté, non, je termine. Il a raté le 3e coup d'État contre Nkurunziza. Et donc, ils ont tout simplement la haine contre Nkurunziza parce que on n'a pas pu prendre le pouvoir. On n'a pas pu prendre le pouvoir par le coup d'État afin de le mettre dehors. Donc, c'est cette haine qui vous anime et qui fait que vous êtes toujours à la trace de Nkurunziza pour le traiter de tout. Vous avez fait de télévision en télévision le jour du coup d'État en disant le pouvoir de Nkurunziza est fini parce qu'il arrête de devenir le dictateur. Et après, vous avez changé, car le coup d'État a échoué, en changeant de sémantologie, de dictateur en criminel. Pardonnez-moi, le débat est incompréhensible pour la majorité de nos téléspectateurs. Question simple, pardonnez-moi. Pour cacher les crimes que vos hommes commettaient sur le terrain et que vous mettez sur sa tête. Question simple, pardonnez-moi. Donc vous avez abusé trop longtemps les téléspectateurs, leur générosité d'une part. Est-ce que je peux répondre? Non, vous avez répondu quoi? Monsieur, pardonnez-moi, je souhaite respecter les temps de parole. Vous avez aussi menti Monsieur Kananoura, s'il vous plaît, je souhaite que le plateau de TV5 Monde ne soit pas l'espace d'insultes ici. Exactement. Question très simple. Monsieur Nkurunziza a brigué un 3e mandat, ce qui lui était déjà interdit par la Constitution. Pardonnez-moi. Question, la réforme constitutionnelle qui lui permettrait peut-être de rester en place jusqu'en 2034. Est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge qui est franchie vers la présidence à vie, raison pour laquelle certains s'interrogent sur la nature du régime politique au Burundi? En quelques mots, pour que chacun de vous puisse y répondre. Pardonnez-moi. J'ai plus de temps, moi. Hein. Bien, il faut que je puisse parler. Pour l'Institut Mandela, nous ne sommes pas favorables au changement constitutionnel pour des raisons personnelles. Très bien, pardonnez-moi. Non, ça c'est un principe. Mais dans la région... Il nous reste 2 minutes à peine. Dans la région, le Congo, Brazzaville a changé la constitution, l'Ouganda a changé la constitution, le Rwanda a changé la constitution, la RDC a échoué, il y avait des tentatives de changer la constitution. À partir de là, c'est une culture dans la région. Je crois qu'on ne peut pas empêcher le peuple burundais de le faire. C'est une culture. En quelques mots, monsieur Gakunzi. En quelques mots, je dirais que les téléspectateurs ont vu, ils feront leur propre jugement. Je pense que monsieur devrait être plutôt président de l'Institut Nkurunziza, qui est plutôt démocratie, régime autoritaire, dictature, ligne rouge franchie. Nous sommes au-delà de la dictature, nous sommes au-delà de la tyrannie même. Nous sommes dans les crimes contre l'humanité. Toutes les organisations internationales, les Nations Unies, le Cour pénal international, l'Union africaine, tout le monde a dit que ce qui se passe au Burundi est inacceptable. Nous sommes revenus à des régimes un peu un mélange entre Bokassa et Idi Amin, c'est-à-dire la violence et le côté un peu ubuesque. Hein. Dernière question, en quelques mots. Dernière question, est-ce que vous craignez, si cette réforme constitutionnelle est adoptée, que ça crée un précédent dans la région des Grands Lacs? Je pense notamment à la République démocratique du Congo ou d'autres pays. Vous savez, en quelques mots. Vous savez, le président tanzanien a convoqué Nkurunziza en Tanzanie. Et il lui a dit, vous ne pouvez pas changer la Constitution. Il lui a lancé le message clairement. En fait, pourquoi est-ce qu'il veut changer la Constitution? Ses partisans disent que Nkurunziza restera au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Hein, vous savez que c'est un président pasteur. Et deuxièmement, il veut changer la Constitution, en fait, pour essayer de justifier juridiquement a posteriori le fait qu'il est resté au pouvoir. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Et c'est la fin de ce débat. Nous avons épuisé tout notre temps. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez retrouver ce débat sur notre page Facebook. Et c'est la fin du Journal Afrique également. Merci de votre fidélité. À demain.